Bonjour, chers invités de Entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Totui, qui a été tentative de candidat à la présidentielle 2022. Il récidivera en 2027. Et actuellement, il est conseiller municipal à la mairie, élu à la mairie de Malakoff. Alors, nous parlerons du continent, des tumultes du continent. Je vous rappelle que Stéphane est également ivoirien, donc il est d'ici et de là-bas. Et les choses qui se passent ici et là-bas le concernent. Alors Stéphane, nous sommes sortis des élections très tumultueuses que vous avez suivies. C'était sur fond racial quand même. Comment l'avez-vous ressenti? Ben, vous savez, déjà je salue les téléspectateurs. En France, l'élection est toujours l'occasion de pouvoir dire ce qu'on pense tout bas. Donc aujourd'hui, on a vu que le Rassemblement national, comme les autres extrêmes, ont profité de cette occasion des élections à la fois législatives, même sénatoriales, tout, pour exprimer un peu leur ras-le-bol, je dirais, à la fois de l'immigration, leur ras-le-bol du quotidien qui chute au lieu de remonter. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question de savoir, peut-être la tendance économique qui descend en France est le résultat de ce qui se passe un peu en Afrique? Parce que les liens entre la France et le continent africain est vraiment, je dirais, par en cacahuète. Alors donc, si on comprend bien, quand l'Afrique va mal, l'économie française s'en ressent. Tout à fait, puisque vous savez bien qu'on a toujours dit, l'Afrique est le continent du futur. Donc si on n'a plus de rapport avec l'Afrique, on n'a plus des tendances, on n'a plus des marchés, on n'a plus un rapport économique qui va naître. Donc comment pouvons-nous ici espérer avoir un nouveau marché? Ce n'est pas en face de certains grands comme la Chine. Oui, mais il y a quand même 55 pays. Nous avons 3 pays qui ont rompu avec la France. Il y avait un précédent, mais qui revient à la Centrafrique. Et ça ne va pas au Soudan, ça ne va pas dans les pays comme les Somalie. Mais est-ce que ces quelques pays peuvent faire que la coopération économique existant entre la France et ces pays-là va avoir un impact négatif sur l'économie française? Étant donné qu'on a vu que l'économie française, cette année surtout, se porte au mieux. Oui, elle se porte au mieux par rapport à d'autres, je dirais, orientations. Mais l'orientation, on va dire, coloniale à la fois. Je dis bien coloniale, parce que beaucoup ont toujours tendance à croire qu'ils sont toujours maîtres du territoire africain. Et ce qui fait qu'ils arrivent sur ces terrains en disant on veut appliquer cette fameuse France-Afrique. Mais la France-Afrique, si je comprends bien, elle s'applique pour essayer d'avoir l'influence du terrain, l'influence militaire, mais en matière d'influence économique, la France ne négocie pas beaucoup avec les pays, surtout les pays francophones. C'est plus avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, et l'Afrique du Sud et le Nigeria, en somme. Oui, mais là, ce que vous parlez, c'est la France-Afrique, je dirais, sur papier, oui, qui est très beau. Donc vous parlez des relations véreuses entre l'Afrique et la France. Tout ce qui se passe en bas, qui n'est pas notifié, qui n'existe sur aucun registre. Tout à fait, parce que quand on prend le côté économique, ce n'est pas sur les registres, mais quand des entreprises vont en Afrique, qui s'installent, qui essaient d'exploiter à la fois les pays africains, demain, qu'est-ce qui nous arrive? On a une vague d'immigration parce que ces personnes n'ont plus accès à leur territoire. Ils sont dans un territoire d'insécurité. Mais attends, c'est là où je ne comprends pas bien. Quelle est la responsabilité donc des dirigeants africains par rapport à la migration, par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas contenir leur jeunesse? Ben, c'est simple. Aujourd'hui, la jeunesse veut quoi? De l'emploi, veut de la stabilité, veut de la sécurité. Oui, mais quel est le lien de la France ou de l'Europe ou d'autres pays dans cette instabilité, dans ce manque de perspective pour la jeunesse africaine? Mais j'en viens. Parce que tout simplement, il y a des entreprises, on va dire à la fois de 440, des entreprises dans le monde entier, dans les pays occidentaux, qui simplement veulent imposer leurs lois dans ces territoires. On l'a vu avec notre très cher Bolloré, qui a été condamné dans certains pays africains pour malversation. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il essaie d'aider certains dirigeants à gagner des élections, donc à financer, à améliorer l'image de ces dirigeants, tout en ayant des marchés derrière. Et un langage très raciste sur ces plateaux. Tout à fait. Voilà. Et donc quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la jeunesse qui est là, qui veut se mouvoir, qui veut s'émanciper, à un moment voit plutôt le côté paternaliste de la France et se révolte contre la France.
Pourquoi ces pays, on va dire africains, ne sont pas révoltés contre les autres pays européens? Mais c'est beaucoup plus contre la France, Et pour ce qui concerne les les pays francophones, sauf que les pays anglophones, on ne les voit presque pas se plaindre des pays anglophones qui sont, on va dire, sous leur tutelle. Donc vous comprenez, aujourd'hui ce qui se passe, c'est que la diplomatie française n'est plus cette diplomatie que nous avons avant. Mais vous, en tant que candidat justement à l'élection française, vous n'avez pas pu générer assez de parrainage. Est-ce que c'est dû à un système racial ou à un délit de faciès ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne disons pas cela. Parce que je pose des questions. Non, vous posez des questions, vous avez tout à fait raison, mais quand je dis ne disons pas ça, c'est que mes signatures, mes parrainages, je les avais. Mais certains élus sont venus me dire simplement qu'ils ne pouvaient pas pousser loin parce que je ne suis pas médiatiquement connu. Ensuite, ils disent que, vu qu'ils sont des petites communes, ils ont peur à la fois de me soutenir et de ne pas avoir leur subvention derrière avec les grosses communes qui sont derrière les gros partis. Ah oui, il y a tout un mécanisme derrière auquel il fallait penser. Tout à fait. Et ce mécanisme... que vous serez candidat en 2027, oui. Est-ce que vous avez pu régler ou comment réglerez-vous ces questions-là pour ne plus encore tomber sur des parrainages, des signatures qui vont vous être retirées plus tard? Mais c'est pour ça qu'on commence déjà avec le côté médiatique. Ah ouais. Et je vous remercie de m'avoir invité. Parce que ça permettra déjà aux Français, aux Africains, au monde entier de découvrir quelqu'un qui a une tendance humaine, qui est centriste et qui pense à mettre à la fois ce pont entre la France et l'Afrique et de voir comment ces relations peuvent travailler. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on a un bébé qu'on met toujours de côté qui est orphelin. C'est cette francophonie. Je ne peux pas concevoir qu'on a la francophonie et on est en arrière, pourtant ça a été créé très longtemps. Et aujourd'hui, le Commonwealth ou autres sont plus en avant que nous au niveau économique. Aujourd'hui, on se plaint de toutes les tendances d'immigration. On voit beaucoup de personnes qui décèdent en Méditerranée, d'autres qui n'arrivent même pas à traverser le désert et qui décèdent. Est-ce que nous allons fermer les yeux là-dessus? Et demain, après, quand tout le monde sera sur ce territoire, c'est pour dire « Oh, on ne peut pas être les pompiers du monde, ni les gendarmes du monde. » Mais avant d'être les pompiers et les gendarmes du monde, aidons le pays africain à se développer, à améliorer. C'est justement cette aide qui fait que beaucoup de jeunes Africains voient le côté paternaliste de la France quand on dit aide. Ils voient que les aides, c'est-à-dire leur expression, c'est que les aides n'ont jamais développé l'Afrique, alors que l'aide au développement, c'est de participer à quelque chose. Mais ils disent que l'aide au développement n'a jamais développé l'Afrique, sinon ça se saurait. De quelle sorte d'aide, alors, parlez-vous pour l'Afrique? Mais c'est simple. Au lieu d'aller toujours rapporter de l'argent, dites-moi, l'argent fait quoi? Ça permet d'acheter des choses. Ça permet de construire des choses. Mais on ne peut pas acheter et construire des choses si nous n'avons pas derrière des personnes qui ont des compétences. Alors là, la faute à qui? Parce que je vais vous donner certains chiffres. Oui. L'Afrique, 1,3 milliard d'habitants. Oui. L'Inde, la Chine également. L'Inde et la Chine forment chaque année 1,3 milliard ingénieurs qui n'ont pas de ressources naturelles chez eux. Oui. Du moins, ce n'est pas à la hauteur de l'Afrique. Et l'Afrique, qui génère, elle, des ressources naturelles, aspire seulement maintenant à former 300 000 ingénieurs. La France, 70 millions d'habitants, 37 000 ingénieurs formés chaque année. Est-ce que le problème se trouve chez l'autre, le partenaire, le prédateur, ou ça se trouve vraiment dans la façon de voir de l'Africain? Parce que qu'est-ce que c'est que les matières premières s'il n'y a pas un travail de transformation derrière qui renforce l'économie? Je suis d'accord avec vous. 50%, je dirais, de taux de vérité, 50% de taux de mensonge, fait qu'aujourd'hui, les Africains eux-mêmes ne savent pas où ils en sont. Oui, mais et les Occidentaux 50% aussi. de taux de mensonge et de vérité. Non, mais j'en viens. Les Occidentaux aussi ont la même chose. Aujourd'hui, dans les télés, ici en Occident, en France, on nous montre l'Afrique qui est ce continent qui est totalement à la dérive, qui est, on va dire, il y a l'insécurité, il y a la famine, il y a le désert qui avance. Mais par contre, il y a une partie de la population qui montre autrement l'Afrique, avec des beaux territoires, de l'autosuffisance dans certains territoires, de l'économie qui commence à remonter. C'est pas ce qui est vendu en Europe. En Afrique, on fait l'inverse. On montre l'Eldorado, le paradis, qui pousse cette jeunesse à ne pas vouloir rester dans son territoire, à vouloir venir en Europe. Et quand ils arrivent, ils sont où ici en France? Surtout à Paris, ils dorment dans les rues.
C'est ça qu'on appelle aider son partenaire? Non. C'est Oui, de mais dire la pourtant, dans réalité. cette histoire d'immigration, je vous donne encore les chiffres. Oui. La France ne reçoit que 10% de l'immigration. Oui, mais 10%, attendez, contre 10%. 44% en Allemagne Oui, non, mais- et 20% en Angleterre quand Oui, même. non, mais faut pas confondre une chose. Ouais. C'est qu'en Allemagne, ils ont l'immigration, ce qu'on vous donne comme chiffre, c'est l'immigration enregistrée. Mais on a l'immigration clandestine ici en France. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, on ne sent pas ça? Parce que tout simplement, on a une nouvelle tendance de population qui est française, qui est afro-descendante, afro-ascendante. Oui, il y a cette confusion. Et donc, quand on regarde- d'appeler français de souche qui on veut. Voilà. Même quand on est né ici, 3 générations plus haut, même quand on est de 3 générations plus haut ici, dès qu'on a la peau, Malte, automatiquement, on est africain, on est immigré. on ne nous voit pas comme étant des Français à part Tout à entière. fait. Et donc, c'est ça. Ça fait que quand il y a des jeunes qui cassent à Mantes-la-Jolie ou à Villiers-le-Bel, on dit que c'est des Africains, c'est des alors qu'ils n'ont Africains. rien à Tout voir à en fait. fait avec l'Afrique. Et donc, vous voyez, c'est cette relation. Et donc, aujourd'hui, quand on prend, vous me parlez des matières premières, tout ça, est-ce que ces matières premières sont au service même des Africains? Ils vivent Mais ça ne peut être au service des Africains, justement, que lorsque les Africains prendront sur eux de faire de la transformation. Oui, mais transformer pour qui? Pour vendre à l'Occident. On est d'accord. Mais Sauf que au l'Occident... moins avec un plus-value. Non, mais sauf que l'Occident va toujours décider. Parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Premier producteur de cacao, premier producteur de café. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui décident les tarifs d'achat. Vous pouvez concevoir ça? Mais par exemple, le kilo Oui. du cacao qui est vendu en Côte d'Ivoire à 1000 francs, Oui. pourquoi le Cameroun arrive à le vendre à 5000? Ben, parce que son cacao n'est pas de la même qualité que celui de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait d'autres Parce qu'il y a variétés. moins de... Il y a moins- Le Cameroun a accepté moins d'intermédiaires par rapport à la Côte d'Ivoire. Ben, la Côte d'Ivoire n'a pas assez d'intermédiaires. La Côte d'Ivoire, justement, a beaucoup Elle d'intermédiaires. a- Ça fait que le paysan ne gagne pas assez. Il y a une chaîne qui est alimentée. Oui, il y a une chaîne par rapport alimentée dans le pays. Au Cameroun, où Oui. c'est les rapports d'acheteurs à paysans Oui, directement. mais il y a une chaîne qui est organisée dans le pays. Parce que tout le monde sait que c'est une grande manne, parce que la Côte d'Ivoire est la première productrice. Donc, du coup, ils se disent, si on ne profite pas, c'est les autres qui vont profiter. Donc, chacun se met dans la chaîne pour profiter. Vous voyez définitivement l'ennemi hors de l'Afrique, en ce qui concerne notre économie en tout cas. Non, je vois sur les deux continents. À la fois dans le continent européen et le continent africain, il y a les loups dans les deux côtés. Parce que quelqu'un ne peut pas venir voler dans une maison si on ne lui donne pas les plans de la maison. Donc il y a des personnes qui pensent plutôt à leur carrière, à leur, on va dire, leur porte-monnaie et qui oublient la population. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, au lieu de s'éduquer, de s'instruire pour pouvoir défendre leur territoire, ils sont plutôt dans le divertissement. On les voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour critiquer, sans oublier les mainmises des autres territoires qui n'ont pas pu coloniser, ou bien qui n'ont pas eu vraiment de rapport direct avec ces pays africains francophones. On les voit derrière encore tirer les ficelles. On a vu avec la Russie, on voit avec la Chine, on voit avec d'autres pays. Parce que Mais ça, c'est l'introduction. Je crois qu'on a quelques figures, quelques personnalités qui vont vendre nos pays à la Russie. Ils l'ont dit, ils ont gagné de l'argent pour cela. Est-ce que la Russie apporte plus pour les pays africains que les autres partenaires, tout simplement? elle pourra apporter plus en fonction de ce que cherchent ses dirigeants. La Russie vend son matériel militaire. Voilà, elles vont se La matériel Russie militaire. offre des bourses, par exemple pour le Mali, à hauteur de 300 chaque année pour les étudiants, donne un peu de formation militaire et peu d'instruction aux militaires africains, et puis donne du céréal et du tourteau. Voilà où se limite. Et on achète pour l'équipement militaire, on achète cash ou on n'a rien, parce qu'on a vu avec la crise énergétique, le rapprochement entre la Russie et les pays du Sahel, la crise énergétique au Mali n'a pas fait que la Russie a pu donner, par exemple, 1 litre d'essence pour empathier à la population malienne qui a souffert et où on a enregistré beaucoup plus de morts que dans n'importe quel moment de l'histoire du Mali. Je suis d'accord avec vous pour tous ces chiffres que vous pouvez donner, mais n'oubliez pas une chose. Les rapports entre la Russie et ces pays du Sahel ne datent pas d'aujourd'hui. Bien sûr. On l'a vu à l'époque de Thomas Sankara. Oui, bien sûr. Quel est le symbole. C'est pour cela que je veux justement savoir. Voilà, il n'a pas réussi là-dessus, sur ce coup, à vouloir rendre, on va dire, à la population cette autonomie. Il a été tué. Parce que tout simplement, les intérêts internationaux sont plus forts que les intérêts nationaux. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la Russie, elle a besoin de beaucoup d'argent. Elle a besoin de beaucoup de territoires. Elle a besoin de beaucoup de coopération.
parce qu'elle mène une guerre sur le front ukrainien. En Afrique, maintenant, ces pays du Sahel qui sont là, qui sont indépendants. La Russie est néocoloniale? Il n'est pas néocolonial. Il est simplement quelqu'un qui profite. Une profito-situationniste. Voilà. Parce que tout simplement... de la manne qu'il y a, donc... tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas me dire... Une nouvelle prédatrice. Voilà, on ne va pas me dire qu'aujourd'hui, quand on prend dans toute l'Afrique... Excusez-moi, c'est là où je vais justement venir. Comment, pour avoir depuis longtemps, des dizaines d'années, attaqué l'Occident de prédateurs et aller s'attirer un autre prédateur? C'est vraiment là où... mon intelligence bug un peu quand je pense. Je vais vous montrer cet exemple qui se fait ici en France. Lorsqu'on fait les présidentielles et qu'on a l'extrême droite qui arrive au second tour en face d'un candidat, qu'est-ce qu'on dit? À défaut de la peste, on va prendre le choléra. C'est la même chose. Aujourd'hui, ces peuples africains ont besoin d'avoir de l'autonomie financière, de l'autonomie sécuritaire. Parce que quand vous prenez ces pays qui sont dirigés par des militaires, un militaire, son devoir, c'est quoi? Protéger la population au niveau sécuritaire, protéger au niveau alimentaire. Mais le reste, l'éducation, autre, c'est aux civils de le faire. Oui, mais justement, vous ouvrez la brèche de ce qui se vit aujourd'hui avec le Sahel. On a vu les rapports qui se délitent entre la Côte d'Ivoire et quelques pays de l'AES, ou même l'ensemble de l'AES, si on élargit encore ce conflit au Bénin. Comment expliquez-vous que des États militarisés s'en prennent ou bien veulent emmener d'autres États souverains à suivre le souverainisme qui est le leur, qui ne correspond pas à ce que le Bénin et la Côte d'Ivoire expriment comme souveraineté? Mais simplement, c'est qu'aujourd'hui, même les Africains ont, on va dire, une difficulté à comprendre qui dirige qui fait quoi. On ne peut pas concevoir qu'en Afrique, on a l'Union africaine, mais qui ne prend pas vraiment les décisions, et on a des sous-groupes dans des territoires qui décident, comme la CEDEAO qui décide à la place de l'Union africaine pour des sanctions autres. On dit non, c'est le côté économique. Diantre, le côté économique est plus fort que le côté, je dirais, politique, et stratégique et stabilité de l'Afrique. Non, parce que tout simplement, il y a des intérêts de l'Occident derrière. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand il y a des territoires où les Chinois sont hyper actifs là-bas, on a l'Occident qui fait tout pour venir s'installer, pour pouvoir contrecarrer les Chinois. L'Occident n'a pas précédé la Chine sur ces territoires? Non, elle était déjà là, sauf qu'elle avait une autre manière de voir. Et moi, là-dessus, où je critique l'Occident, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'Occident ne veut pas revoir ces accords signés depuis l'ère coloniale. Pourtant, ici en France, on révise... Oui, mais on a vu le Sénégalais Diomaye Faye, dès qu'il est arrivé, dire qu'il va renégocier ses... Voilà. Est-ce que pour renégocier, pour diversifier les partenaires, on a vu le Mali, le Niger, le Burkina le faire de façon frontale et en mettant de côté tous les codes diplomatiques pour chasser certains partenaires. Est-ce que c'est ce qu'il faut ou on peut diversifier et rentabiliser, rendre forte son économie de façon intelligente? Non? Je vous dis qu'à chaque fois quand quelqu'un vient, il y a sa manière de faire. Chaque pays a sa manière de faire. Vous parlez des 3 pays où il y a eu ce coup d'État. Mais rappelons qu'en Afrique, dans cette même période, il n'y a pas eu 3 coups d'État. Il y a eu plusieurs. On oublie toujours de citer la Guinée-Conakry. Il y a eu un coup d'État là-bas. Oui, mais la France a une mémoire voilà, on n'en parle pas. De la Guinée de Sékou Touré. Tout à fait. Et on oublie aussi le Tchad. Le père a été tué, on met le fils. Oui. On impose le fils. Oui, c'est toujours dans le Sahel, ça. Voilà. Oui. En Centrafrique, la même chose. Oui, mais je veux dire, est-ce que les pays, le Tchad, oui. C'est vrai que c'est la dynastie tchadienne, on peut l'appeler comme ça, et elle est là, au Gabon, comment on appelle, en Guinée, que Doumbouya ne donne pas de calendrier précis, il n'y a pas de tapage médiatique dessus. Au Gabon, on a vu Oligui venir défendre et puis prendre l'avion pendant la période où il y avait encore l'incertitude d'aller convaincre les autres, comme si le médiateur, Félix Tshisekedi, ne valait rien pour la médiation qu'il devrait faire entre les pays de la CEMAC. On a vu tout ça. Mais est-ce que la virulence avec laquelle
les autres militaires du Sahel ont chassé des partenaires, était la façon, ou est-ce que, je reviens sur la question, il y avait une façon de faire qui font que il peut y avoir du gagnant-gagnant sans tout ce tapage, je veux dire à la sénégalaise. Mais on va dire, cette négociation pouvait se faire. Quand j'ai commencé, on va dire, l'entretien, je vous ai dit que disons, la diplomatie française est en perdition. J'ai dit ça. Deuxièmement, je vous ai dit que les Africains même ne savent plus à quelle institution se vouer. Où était l'Union africaine, qui devait dire à tout le monde, venez vous asseoir à la même table des discussions. Comme ici en Europe, quand il y a des tensions, on va tous en Union européenne pour pouvoir discuter. Pour pouvoir dire, aujourd'hui, il y a telle situation, rediscutons. Il peut y avoir des sanctions, rediscutons. Oui, mais l'Union africaine, je crois que les choses sont compartimentées. Les décisions, les règlements des affaires se font d'abord au niveau régional avant de remonter au niveau africain, au niveau de l'Union africaine qui s'adapte à la décision prise par la CEDEAO. Mais je reviens encore, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Oui. Est-ce que pour dire à un partenaire il faut revoir les choses, on est obligé de faire ce tapage qui fait que ce retrait, depuis ce retrait, vous avez vu le taux de l'immigration encore grimper, surtout particulièrement dans ces pays-là. Et puis j'aimerais aussi que vous me répondiez par rapport à votre propre pays, les attaques, les invectives reçues par les pays de l'AES à l'égard de la Côte d'Ivoire, à l'égard du Bénin, si ça va favoriser le bon voisinage ou pas. Vous savez, je vous ai dit, ces pays, ces trois pays dont vous citez, ont certes mis à la porte les Français, parce qu'ils trouvaient que les Français étaient paternalistes, qui s'ingéraient dans leur politique et qui n'allaient pas vraiment défendre ces territoires, et que tout ce qui était terroriste était simplement poussé et inventé pour pouvoir annexer leur territoire. Alors, quand vous dites ça, oui. Par exemple, on sait que jusqu'en 2012, de 2012 à l'arrivée des juntes au pouvoir, le taux d'insécurité dans le Sahel était de 4%, du moins pour le Mali. Et qui donnait les chiffres? Aujourd'hui, il est à 40%. Non, c'est des structures qui ont pignon, qui donnent les chiffres. Et même au Mali, on peut le voir. Il y a quelques jours, c'est le camp de Yélimane, quasiment au Sénégal, qui a été attaqué. À Sikasso, vers la Côte d'Ivoire, il y a des attaques à 100, ainsi de suite. Et ce blocus dans le centre dont on ne parle pas, où l'armée malienne ne peut plus rentrer pour exercer, parce qu'il y a eu le blocus djihadiste dont on ne parle, dont la junte au pouvoir au Mali n'évoque plus, pour convertir maintenant les rebelles maliens en terroristes, alors que ces rebelles étaient quand même dans le gouvernement, étaient dans leur parlement, pour les convertir en terroristes et ne pas pouvoir vraiment s'attaquer à la lutte contre le terrorisme. Alors, donc, quand vous savez que le taux d'insécurité a augmenté, après, c'est pas pour défendre la France, hein. Ah non, c'est pas pour défendre la France, mais moi, si vous voulez... Parce que, tout simplement, si vous voulez, beaucoup pensent que pour mieux combattre le terrorisme, oui. qui n'est pas une guerre conventionnelle, oui. Il faut beaucoup plus de partenaires qui viendront avec beaucoup plus de moyens, et non pas qu'un pays ou deux ou trois. Pourquoi? Et puis, même depuis... Le Bénin aussi est attaqué, même si Talon n'en communique pas beaucoup. Mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, chacun donne ses chiffres, chacun avance ses arguments. Sauf que c'est la population qui subit. Quand moi j'ai pris, lors de la présidentielle en 2022, je le disais, toutes ces accusations ont commencé depuis la Libye. On a parlé du terrorisme qui descendait, tout ça. Pourquoi on n'est pas, nous, la France, avec tous les partenaires, on n'est pas allé déjà en Libye pour pouvoir stopper cette avancée du terrorisme? On a laissé simplement avancer. Parce que tout simplement, on a des partenaires. Des partenaires à la fois parmi les Touaregs qui sont dans du désert, qui sont là et qui veulent simplement, indépendantistes, qui veulent leur indépendance. On a aussi du côté malien, burkinabé, tout aussi... Qui ne parlent même plus d'indépendance. Voilà. Ils veulent vivre dans un Mali tout à uni, fait. Mais qu'ils aient... Donc vous voyez, donc chacun venait avec ses arguments. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a, on va dire, des fous qui font des exactions, on met sur le dos directement les terroristes. Où on dit non, c'est simplement l'AES qui attaque. La France aussi, qui veut simplement revoir sa manière de faire, est aussi prise dans un étau avec la Russie, tout, qui vient aussi sur ces terrains. Parce que pourquoi je le dis, c'est que beaucoup de Français, beaucoup de personnes ont la mémoire courte. On a vu à l'époque de Daesh sur la Syrie. Tout le monde était là, oui, Daesh, Daesh. Ça fait combien de temps que les États-Unis, tout le monde était en Syrie pour défendre la Syrie?
Le résultat en est où? On n'a pas réussi. Il a fallu que la Russie vienne en fou pour pouvoir lancer des bombes partout, même tuer de la population, pour stopper cette avancée de Daesh. Et à ce qu'après, tout le monde s'unisse pour pouvoir retourner. Alors, quelle solution, parce qu'il nous reste quelques secondes pour finir cette émission, quelle solution il faut donner alors pour que l'Afrique se retrouve, à défaut des règles mises en place par justement l'Union africaine, pour pouvoir maîtriser l'économie africaine? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, on s'en sorte? Il faut tout simplement que les Africains, qu'elles soient à la fois diasporiques ou même sur le territoire, commencent à travailler, à penser d'une Afrique de demain, avec des partenaires, on va dire, occidentaux et même des partenaires africains. On a plus d'1 milliard d'Africains qui vivent sur leur territoire. S'ils s'unissent, s'ils commencent à avoir des matières qu'ils auront eux-mêmes besoin et à développer et à financer, je pense qu'ils vont pouvoir eux-mêmes s'en sortir. Aujourd'hui, l'AES essaie d'être, je dirais, peut-être un moteur, peut-être une prise de conscience des citoyens. Une prise de conscience aussi de l'Occident pour dire qu'il faut revoir notre manière de fonctionner avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est ce que je veux mettre. Et moi, comme je l'ai dit, quand je suis candidat depuis 2022, c'est ce que je le dis, c'est de retravailler ce pont entre l'Afrique et la France. On ne peut pas chacun être de son côté et avoir d'autres partenariats qui ne seront pas générateurs de difficultés telles qu'on le voit. Oui, mais est-ce qu'ils ont envie de s'asseoir pour discuter, tous ces dirigeants? C'est ça la question. Moi, j'ai proposé à rencontrer à la fois les dirigeants de l'AES, à rencontrer les présidents de l'Afrique de l'Ouest, dont M. Ouattara. Mais à chaque fois, ils n'ont pas le temps. Merci. Et le temps qu'ils ont, c'est simplement pour venir à l'Élysée, pour aller en Russie pour discuter. Mais pour écouter des acteurs qui veulent la paix, qui veulent remettre l'humain, ils ne veulent pas. Merci beaucoup, Stéphane Totui. Nous avons évoqué la situation en France, surtout en lien avec le racisme, votre candidature et les difficultés que rencontre l'Afrique dans ses relations avec des partenaires à travers le monde. J'espère que vos vœux, ce que vous avez dit sera entendu et que l'Afrique redécollera, soit avec de bons partenaires ou d'elle-même. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Entretien du jour sur Télésud. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les programmes de Global Africa sur Télésud. Merci. Merci à vous.